bonsoir, bienvenue au coup de gueule de Nicolas Bonal. Je suis Gilbert Daouet des éditions Avatar et ce soir, actualité oblige, nous avons intitulé le coup de gueule Bonal sur cette Russie qui fait peur. Oui, bonsoir Gilbert. Donc en effet, cette Russie fait peur. Les décisions de Poutine ont été formidablement critiquées en Occident ces derniers jours. La Russie fait peur depuis toujours, c'est ça ma question. La Russie peut-être fait peur depuis 1054, quand l'Orient chrétien s'est séparé de Rome. Et 40 ans plus tard, on a déjà eu la première croisade qui marquait un renforcement du pouvoir papal. Ça avait été expliqué très bien par Jean-Claude Paillet à l'époque dans un bel article du réseau Voltaire. Et puis ensuite, on a eu un autre élément évidemment plus récent, je dirais, c'est 1814-1815, l'occupation russe par les troupes russes et ce tsar mystique Alexandre qui arrive à créer une sainte alliance qui a été la terreur des libéraux. Et donc la Sainte Alliance a duré jusqu'en 1848, quand Metternich a été dégagé du pouvoir avec fracas à Vienne. Et ensuite, la Russie a pris le mauvais rôle en Europe d'être toujours, dit-on, l'ennemi des libertés. En 1848 au 49, Tocqueville est toujours lui, évidemment, dans notre présent permanent, puisque comme vous le savez, je crois essentiellement présent permanent. Tocqueville donc publie ses souvenirs. Il a été ministre des Affaires étrangères quand même, Tocqueville, on l'oublie. Et donc il parle de réfugiés hongrois en Turquie. Le tsar n'est pas content, on le sait, contre la Hongrie. Il veut récupérer les réfugiés hongrois et la Turquie dit non. Et donc le tsar fait un pressing. Et l'Angleterre veut faire la guerre au tsar. Et Tocqueville évite que la France ne s'engage aux côtés de l'Angleterre pour faire la guerre à la Russie. Ça, c'est extraordinaire. C'est assez peu connu. C'est dans les souvenirs de Tocqueville dont je recommande de manière régulière la lecture à mon lectorat. Évidemment, il a moins de temps que moi pour lire souvent, puisqu'il travaille, le pauvre, et je pense à mes pauvres lecteurs qui doivent se vacciner pour aller travailler. Donc, quelques années plus tard, on a la guerre de Crimée avec des causes à peu près inexplicables. Moi, chaque fois que je relis les causes, je ne les comprends pas. C'est juste la volonté de faire la guerre à la Russie. L'Angleterre des libéraux, des Whigs, et la France de Napoléon III qui veut une espèce de revanche bonapartiste contre ça. Alors justement, puisque je parle de Bonaparte, il y a un premier livre de propagande anti-russe que je suis en train de relire. Il s'appelle La montée de la puissance russe. Il date de 1810. Il est écrit par un certain Le Sure. On peut le télécharger gratuitement sur Google Books. Donc en fait, il présente ce Le Sure, la Russie, comme un épouvantail à moineaux depuis des siècles. La terre de la Tartarie, la terre des Kalmouks, la terre de la tyrannie, la terre de l'extermination de tout le monde, etc. C'est une épouvante. En 1810, il y a un autre Anglais qui s'appelle Clark, qui écrit aussi un livre contre la Russie. Et déjà, même si l'Angleterre est de manière régulière et paradoxale, et d'ailleurs c'est dommage pour l'Europe, l'allié de la Russie, puisque la Russie a aidé l'Angleterre en 1914 comme en 1941 finalement, l'Angleterre déteste la Russie et veut toujours abattre les tsars. Je rappelle d'ailleurs que le tsar Nicolas et sa famille n'ont pu arriver en Angleterre en 1917, qu'on leur a refusé l'asile, ce qui est quand même un comble pour un allié. À la fin, donc 19e siècle, la Russie devient la tête de turc de tous les libéraux dans le monde. Celui qui s'en rend compte, c'est Dostoïevski. Alors, je peux en parler parce que j'ai écrit un livre sur Dostoïevski qui s'appelle Dostoïevski, la modernité occidentale. Donc, on est en plein là-dedans. Ce matin, donc, je refeuilletais mon livre. Et plus intéressant encore, le livre de Dostoïevski que je préfère, qui est L'Idiot, où il règle aussi son compte au catholicisme romain. Et Dostoïevski dit qu'un libéral russe, j'y pense parce que mon ami Laurence Guillon parlait dans son dernier article des libéraux, il dit que le libéral est un gars qui crache sur sa patrie. Ça résume assez bien parce que finalement en France c'est pareil, aux États-Unis c'est pareil, en Angleterre c'est pareil. Le libéral trahit toujours sa patrie et veut un citoyen mondial sous commandement américain. Je rappelle aussi un autre exemple amusant dans Dostoïevski qui est dans Les Possédés, que j'ai aussi mis dans mon livre. Donc je rappelle, malheureusement, je n'ai pas d'exemplaire à montrer au lecteur. Tu le feras tout à l'heure, j'espère. C'est Les Possédés, les démons. Il parle d'un citoyen américain qui a été une merveille, qui a fait fortune, qui a été déjà philanthrope, humanitaire, et qui a donné sa peau pour qu'on en fasse un tambour, et son squelette pour qu'on le mette dans un observatoire ou dans je ne sais quelle université. Et Dostoïevski ajoute ironiquement, à côté des Américains, nous sommes encore des hommes de Néandertal. Nous en sommes au stade de primates. Donc il y a une détestation de la Russie que sent Dostoïevski dans son journal que j'ai bien lu et relu. Dostoïevski explique aussi que pour l'Européen moyen ou l'Occidental moyen, le Russe est une espèce d'extraterrestre. C'est un automate, ce n'est pas tout à fait un homme et il est comme une espèce de mutant sur Terre qui se fait tuer sur les champs de bataille, qui se fait knouter par son tsar ou par son noble et qui jamais ne réagit.
Donc on est face à une espèce de mystère de l'humanité. La Russie est inexplicable et le russe est inexplicable. Je rappelle aussi le texte dont j'ai parlé. Ce fut mon premier texte d'ailleurs publié, je crois, chez Hervé au Sacre francophone, Dostoïevski et l'apparition de la russophobie. Et puis il y a eu avant ça évidemment Custine qui écrit ses lettres de Russie dans les années 1840. Donc Custine va en Russie et décrit d'une manière plus ou moins intéressante d'ailleurs ce qui se passe là-bas et n'arrête pas aussi d'évoquer le côté automate selon lui, de la population russe. Il est amusant d'ailleurs de parler des automates parce que c'est une de mes passions, notamment quand j'analyse des films. On a les automates selon l'allemand von Kleist, le prussien. On a les scènes de la vie des marionnettes. On a l'automate chef-d'œuvre de Vaucanson et on a le rêve de l'homme-machine, le transhumain de Klaus Schwab, déjà au XVIIIe siècle français. Donc, il n'y a pas besoin d'être russe pour parler d'automate. Mais disons que la cible des libéraux, depuis cette époque, c'est la Russie. Au XXe siècle, évidemment, on a une espèce de petite rêverie bolchevique qui séduit une partie de la caste intellectuelle européenne. Ça commence à se gâter à partir des années 1930, quand Staline prend le pouvoir et surtout que M. Trotsky est chassé au Mexique où il finit mal. Et puis ensuite, après la guerre, la Russie, malgré son triomphe contre le nazisme et malgré le sacrifice de sa population, qui, on en parlait avec ma femme il y a 5 minutes, ça se montait quand même à 30 millions de personnes, ça paraît incroyable, la Russie redevient peu à peu l'ours à abattre et devient le monstre à nouveau séculaire que personne ne peut ni ne doit supporter. On a pensé ensuite, on a vu l'effondrement de la Russie, ça a été un grand rêve libéral, les époques Eltsine, le fameux ivrogne, chute de la population de 14 millions d'habitants sur l'ensemble du territoire de la CEI, qui avait succédé, comme je le rappelle, à l'URSS. Et puis ensuite, on a une stabilisation 1989-2000. Et puis d'un coup, on voit réapparaître la Russie alors qu'on pensait qu'elle allait disparaître sous l'égide d'un homme que je ne nommerai pas, que tout le monde connaît et que tout le monde déteste. Et moi, je me suis retrouvé comme ça une des dernières fois que j'ai eu un dîner en ville, comme on dit en France. Quelqu'un s'est mis à parler de Poutine. Alors ça y est, tout le monde était branché contre Poutine et il fallait abattre Poutine. La menace sur le monde était arrivée, était revenue, etc. Et on a l'impression que c'était pire qu'à l'époque de l'Union soviétique. Parce qu'à l'époque de l'Union soviétique, il y avait une espèce de légitimation politique progressiste ou communiste qui avait son aval dans une partie de la population, y compris dans la population qui, n'étant pas communiste, était de gauche et voulait, par exemple, ce qu'on appelait à l'époque en France, quand on était jeunes, toi et moi, l'union de la gauche. Et puis là, on est face à une solitude russe totale. Alors après, je vais parler un petit peu de mon cas personnel parce que ça se mêle. En 2012, il y a l'affaire syrienne qui commence à me monter, donc à me déchaîner. Je contacte un journal russe que je commence à lire sur Internet. À l'époque, je n'avais pas Internet à la maison. Et ce journal, c'était English Pravda RU. Comme Tatiana écrit un excellent russe, on leur a proposé des articles en anglais et en russe. D'ailleurs, ils nous ont payé à l'époque un petit peu. C'était rare pour quelqu'un de la résistance, donc c'était amusant. On était payé en dollars, malheureusement. À l'époque, le dollar ne valait pas grand-chose. Il était à 1,33 d'euros. Maintenant, il est à 1,10. Ça serait plus intéressant. Et donc, je me suis mis à faire de la propagande pro-russe. Puis, je l'ai fait pendant 3-4 ans. Puis, j'ai arrêté parce que j'aime pas trop faire de la propagande quand même. Et je me souviens d'un texte que j'ai fait qui s'appelait The Loneliness of Russia and the Revenge of Hitler. C'est en 2014, après donc le coup en Ukraine qui chasse le gouvernement légitime, la pagaille là-bas, on amène un gouvernement contrôlé par les Américains et on commence immédiatement à rejeter sur la Russie toutes les responsabilités des événements qui se passent. Et donc j'ai écrit à ce moment-là ce texte sur la solitude de la Russie, voilà. La solitude de la Russie et la revanche de Hitler. Il faut savoir que quand Hitler a attaqué la Russie, il avait quand même une partie de l'Europe avec lui. Il avait déjà tous les fascistes, toute l'extrême droite européenne avec lui. Je me rappelle que Rebatté, dans ses décombres, s'ennuie avec Hitler et il est euphorique et euphoriquement hitlérien quand Hitler attaque le 22 juin 1941 la Russie. Sinon, Hitler ne l'intéressait plus, évidemment, il ne faisait qu'occuper et piller la France. Donc, ça n'avait pas tellement d'intérêt. À partir du moment où le combat devient idéologique, donc il est euphorique Rebatté. Et ensuite, il y a tout un tas de pays qui déclarent la guerre à la Russie, qui attaquent la Russie en même temps que l'Allemagne. C'est évidemment l'Italie, c'est évidemment la Roumanie, c'est évidemment la Bulgarie, c'est évidemment la Slovaquie. Donc il y a plusieurs pays fascisés à l'époque qui ensuite ont été épurés d'une manière souvent scandaleuse après la guerre, mais ça on ne va pas en parler, qui se précipitent pour attaquer la Russie. Et donc on a cette espèce d'éternelle haine de la Russie qui a presque 2 siècles, mais qui a presque 1000 ans, si finalement le grand schisme de 1054 dont j'ai parlé tout à l'heure donne les raisons de cette haine de l'Occident contre cet Orient qui n'est pas libéral. Ça, c'est donc le premier point. Je voulais faire ce rappel historique un peu long pour que les gens comprennent que moi, je me situe toujours par rapport à une ancienneté historique, par rapport à des sources littéraires, par rapport à des sources historiques et notamment du 19e siècle, puisque je considère que depuis 200 ans, et je ne cesse de le montrer dans mes travaux,
qu'on vit dans un présent permanent. Ce que dit Dostoïevski d'un libéral, c'est exactement ce que dit aujourd'hui Laurence Guillon du libéral en Russie. Et on n'est pas sorti de l'auberge. C'est ça aussi qui n'est pas très, très marrant. Et on n'est pas sorti de l'auberge puisque maintenant, comme on sait, on a d'autres problèmes. Donc maintenant, on fait cette histoire de Donbass, je ne vais pas en parler. Il y a des spécialistes comme Xavier Moreau pour en parler. Les opérations militaires américaines, on n'en voit pas. Les opérations militaires de l'OTAN, on n'en voit pas. Tout le monde ferme sa gueule. Ça j'en étais absolument sûr. Personne ne fait l'éloge du surarmement, du superarmement qualitatif russe. Les Américains en sont restés au niveau de Top Gun. Depuis, d'ailleurs, ils ne font que de la communication. On sait que leurs avions, soi-disant invisibles au radar, ne fonctionnaient pas ou très mal. On sait que le F-35 est de la merde. On sait que les programmes de la NASA sont une foutaise. J'en ai parlé plusieurs fois, j'ai parlé de l'effondrement technologique. On le sait, les médias français n'en parlent pas. J'ai même lu quand même une fois que dans le Figaro, on devait utiliser des moteurs russes pour lancer les fusées américaines dans l'espace. Donc, même dans le Figaro, ça commençait à coincer ou à titiller. Donc, ils ont choisi de ne pas parler de la supériorité militaire technologique russe. Je crois aussi qu'elle est humaine et tactique. Elle n'est pas seulement, évidemment, stratégique et technologique. Mais il y a une incapacité de répondre par les armes à un adversaire qui est devenu trop fort. Je pense d'ailleurs que c'est le même problème avec les Chinois. Donc, qu'est-ce qui reste, comme toujours avec l'Empire? La matrice, comme je l'ai expliqué plusieurs fois, l'Empire s'est métamorphosé en matrice, c'est les Américains, avec ce qu'ils appellent la guerre hybride, ou avec le contrôle mental, ou avec l'ingénierie sociale de notre ami Lucien Cerise, arrive à contrôler, non pas la planète, ce serait bien trop prétentieux, mais une partie de la planète, et en particulier les Occidentaux. Mais comme je l'ai expliqué, ça ne date pas d'hier. On n'a pas attendu l'ordinateur, Internet et les GAFAM pour contrôler le cerveau des gens. Ça fait quand même des siècles et des siècles qu'en Occident, on a tendance à détester la Russie, même quand on est son allié. Puisque je parlais de Lucien Cerise, son livre sur le suprémacisme blanc, j'ai trouvé cette citation qui est exceptionnelle et que je ne retrouve jamais d'ailleurs. Ah, ça y est quand même. Georges Niva, traducteur français de Solzhenitsyn. L'effondrement de la Russie est la clé de l'histoire universelle. Je trouve ça extraordinaire. Ça explique en effet, d'une manière presque métaphysique, on est vraiment là dans la vraie métapolitique, la russophobie extraordinaire de tous les médias, de tous les cerveaux en Occident. L'effondrement de la Russie est la clé de l'histoire universelle. Sans doute pour les raisons que j'ai données précédemment, la Russie incarne l'autorité, elle incarne le tsar, elle incarne une forme de tradition autoritaire et l'Occident incarne le libéralisme. Et donc, il s'est trouvé que le vrai choc Orient-Occident n'est pas, comme pensait Guénon, un Orient traditionnel qui s'est converti comme un seul homme à la technologie et à la modernité, que ce soit en Inde ou en Chine, mais contre la Russie qui représente une forme antérieure de christianisme, le christianisme traditionnel, qui est finalement celui que vous avez aussi au Liban en partie, et qui représente aussi une vision plus autoritaire et plus hiérarchisée de la société, alors que nous prétendons, bien que nous avons sombré dans le totalitarisme dont nous avons parlé la dernière fois, nous prétendons incarner les valeurs de liberté et de démocratie. On a déjà rappelé que le mot démocratie peut recouvrir n'importe quel type de comportement politique, y compris le plus tyrannique, et que chez Platon, dont j'ai parlé aussi plusieurs fois, on bascule assez facilement du chaos démocratique à la tyrannie actuelle. On pourrait en reparler, d'ailleurs c'est un autre sujet. Les années 70 avec la trilatérale et le conseiller de Raymond Barre, Michel Crozier, qui parlait de la démocratie qu'on ne pouvait plus contenir, qui était devenue impossible à contrôler. Donc il fallait balancer plus d'autoritarisme dans la société. Dieu sait qu'on y est arrivé. Et Dieu sait que la population, d'ici là, a tout accepté. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve dans des sociétés soi-disant libérales occidentales où il y a moins de liberté que dans des sociétés soi-disant autoritaires, comme la Chine ou la Russie. D'ailleurs, on sait qu'en septembre, on va nous coller le passeport numérique. Il faudra qu'on fasse une émission dessus. Agin Lassef, qui est un excellent ancien trader qui fait des émissions avec Berkoff, a dit récemment qu'on pourra comme ça nous couper les vivres. Mais moi, je ne pense pas qu'on coupera les vivres seulement aux gens comme toi ou moi qui ne sont pas politiquement corrects, que ci ou que ça. Je crois qu'on coupera progressivement ou rapidement à tout le monde. Et comme en plus, on va nous priver de plus en plus de gaz russe, et c'était un des buts recherchés dans l'opération du Donbass, comme en plus, on va nous priver de plus en plus d'énergie, on va de plus en plus contrôler les gens, non seulement par la terreur administrative et technologique, mais aussi par la pénurie. Certains disent que les gens se réveilleront quand ils auront faim ou qu'on leur offre mal et tout ça. Moi, je ne crois pas. Je crois comme Nietzsche que l'appétit vient en mangeant et que si on te coupe l'appétit, tu ne manges plus, tu ne réclames plus rien. C'est plutôt comme ça que ça s'est passé pendant des siècles. Et les gens ont réclamé plus pendant 150 ans quand il y a eu ces énergies fossiles en abondance qui nous permettaient d'accroître notre consommation. C'est ça qui leur a donné faim aux gens. Maintenant qu'on n'a plus et qu'ils ont plus ou moins intériorisé qu'on était en mode recette et en mode pénurie, il est vraisemblable qu'on va vers un affaiblissement
démocratique générale. Donc, on a fait le tour sur ces deux questions. Je voudrais terminer sur une autre question qui est encore plus importante. Je n'ai pas envie de parler des États-Unis, tu en as beaucoup parlé avec d'autres amis, et ce n'est pas tellement la peine d'y revenir sur ce que devient Biden, ce que devient l'Amérique. On le sait tous, on le voit tous. On est navré parce que quand même, on aime bien ce pays. Je rappelle que moi, j'ai écrit avec ma femme un livre que nous adorons, qui est le livre sur la comédie musicale, et que l'Amérique a eu son grand moment. J'ai écrit aussi un livre sur les westerns. L'Amérique a fait rêver le monde, l'Amérique a été créative, l'Amérique a été sensationnelle. C'est devenu depuis Reagan à peu près un pays de plus en plus dégueulasse et sans intérêt, et maintenant ça s'effondre dans un nuage de tyrannie. Mais comme on sait, Donald Trump ouvre son Trust Social demain, et on va voir si ça marche. Non, je voudrais parler des présidentielles. Alors, on va me dire quel est le rapport avec les présidentielles. Oui, avec la Russie. Ben, on va le dire tout de suite, le rapport, hein, mes chers lecteurs et auditeurs, c'est que les gens qui ne sont pas hostiles à la Russie n'ont pas leur signature. Alors là, ça devient un peu plus emmerdant. On a eu des coups de fil, on a des menaces. Donc, Philippot, il a eu une seule signature, on se fout du monde. Philippot est censé ne jamais avoir fait plus de 1% dans les sondages, on se fout du monde. Zemmour, Marine, Mélenchon n'ont pas leur signature. On a des candidats complètement inconnus comme Artaud ou comme Lassalle qui ont leur signature, complètement inconnus qui représentent un demi%, mais alors eux pour de vrai. Et on a Anne Hidalgo. Et alors, Anne Hidalgo, elle est fantastique, moi je l'adore. Donc, elle a été réélue maire de Paris, donc vive les Parisiens. Elle a dit qu'il ne fallait pas que Zemmour ait les signatures, donc c'est encore plus démocratique. Et je crois que la meilleure blague de la semaine, c'est un lecteur qui l'a fait, un commentateur, je ne sais plus sur quel site. Il a dit Anne Hidalgo sera la première candidate qui aura plus de signatures de maire que d'électeurs. Donc, ça me paraît assez juste. Elle aura 2 ou 3 000 ou 10 000 ou 15 000 ou 20 000 maires terrorisés par l'État socialiste de Macron et elle aura 10 000 électeurs le jour de la présidentielle. Donc voilà où on en est en France, avec cette idée quand même, je le dis pour Macron, s'il m'écoute, j'aimerais bien qu'il m'écoute, c'est que si Zemmour et Marine n'ont pas leur signature, il va se retrouver avec Pécresse au second tour et que Pécresse gagnera. Donc, il faut quand même qu'il fasse attention et qu'il essaye, même si tu es anti-russe à fond, de faire passer un candidat qui n'est pas trop hostile à la Russie, comme Zemmour, comme Marine et les autres. Voilà ce que j'avais à dire sur cette question. Je fais juste une petite conclusion. Donc, j'espère avoir montré que les raisons de la haine contre la Russie ne datent pas de Poutine, même si Poutine offre souvent un aspect caricatural de ce que peut être l'autoritarisme russe. Un analyste américain qui avait écrit sur les lobbies, Mearsheimer, avait dit qu'il avait quand même la figure d'un autocrate. Bon, ça, je lui laisse la responsabilité de ses propos, mais que c'était un maître stratège. Alors, on peut dire aussi que le maître stratège Poutine, il a quand même toute l'Europe contre lui depuis le début à dos. Mais enfin, j'ai montré quand même que la Russie, par sa seule présence, par son seul profil métapolitique et métahistorique, est resté le pays qui fait peur aux Occidentaux depuis très longtemps. Et je rappelle cette phrase parce que je trouve qu'elle est essentielle pour comprendre ce qui se passe actuellement dans le monde. L'effondrement de la Russie est la clé de l'histoire universelle. Monsieur Georges Niva, traducteur de Solzhenitsyn. Je fais une petite pub. On a les chroniques sur la fin de l'histoire et on a Bernanos, Guénon et les Gilets jaunes. Je rappelle à ceux qui ne veulent pas acheter sur Amazon qu'il suffit simplement de me faire un virement de quelques euros et j'envoie les PDF par email et comme ça, on évite d'enrichir Amazon. Mais moi, je ne suis pas contre forcément non plus les ouvrages papier. Voilà. Ça va être la parole de la fin. Je précise qu'on est en train de préparer avec Pierre Le Vigan une émission de Café Noir sur l'Ukraine et le Donbass. Je te remercie, je remercie nos spectateurs. Et je rappelle à nos spectateurs de s'abonner et de liker nos émissions sur YouTube ou bien entendu Odyssée si on a un problème avec YouTube.